Eh bien, bonsoir à tous ceux qui sont restés après la grande conférence de tout à l'heure. On espère que les autres vont venir nous retrouver. Yvon Martinet, je suis donc avec Guillaume Sainteny à ma droite et M. Philippe Leclerc à ma gauche sur la tribune pour évoquer les déplacés environnementaux qu'on a abordés évidemment tout à l'heure dans la conférence précédente comme vraiment un des cœurs du questionnement sur le management, on va dire, international de la question climatique. La question des déplacés environnementaux, pour la contextualiser quelques instants avant de laisser place, on va dire, aux idées et aux débats de la scène vers la salle, c'est une question qui est évidemment sous-jacente à toute la négociation internationale sur le climat depuis très longtemps, qui a connu, on va dire, une phase très difficile, une phase où notamment le HCR que M. Leclerc représente aujourd'hui a porté dans le débat international et qui a amené, on va dire, des réactions des États extrêmement négatives sur l'idée même d'avoir une convention internationale de protection des réfugiés climatiques. Aujourd'hui, nous les baptisons déplacés environnementaux. Ce sujet, comme une sorte de tabou de la négociation internationale, est pourtant vraiment au cœur des débats. Et j'étais dans l'avion entre Singapour et Kuala Lumpur le 4 mai 2015. Je lisais dans l'avion le principal quotidien de Malaisie. Et il y avait un article signé Laurent Fabius sur le sens et l'enjeu réel de la négociation climatique, la sécurité. La sécurité collective qui serait gravement, on va dire, mise en cause, en plus des mises en cause d'aujourd'hui, si nous ne trouvions pas cet accord climatique et si nous ajoutions une insécurité complémentaire liée à cette non-gestion du climat et non prise en compte de ses effets, notamment des effets sur les populations et sur les déplacés. Comment peut-on voir le sujet? D'abord quelques chiffres. Depuis le rapport Stern, on voit bien que les chiffres sont bons dans le rapport Stern. Il évoquait pour nos années entre 35 et 40 millions de déplacés environnementaux avec entre 2045 et 2050 250 millions. On y est. On y est. L'Observatoire mondial de l'immigration fait ces chiffres chaque année et nous y sommes. 2, est-ce que dans cette course-là, dans cette courbe-là, on a progressé sur le plan, on va dire, des idées pour essayer de contourner les obstacles que les États ont posés très nettement à l'idée d'une convention internationale sur les réfugiés climatiques? Oui, grâce à 2 institutions spécifiquement, l'une qui est l'initiative Nansen, dont bien entendu le HCR pourra mieux parler parce qu'ils sont directement à l'initiative de cette initiative Nansen, donc interétatique, Suisse-Norvège, mais bien sûr d'autres États. La France est devenue amie de l'initiative Nansen en février 2014 et qui a un agenda d'ores et déjà réalisé de conférences régionales partout dans le monde et qui propose que dans les 10 ans qui viennent, des conventions régionales puissent traiter, là encore sur le plan régional, la question des déplacés environnementaux et de leur statut. Deuxième institution, celle très très opérationnelle africaine, puisque c'est la convention de Kampala, qui a 2 ans d'existence, qui réunit 42 États africains et qui, évidemment, sur le principe de l'adaptation et sur le principe des politiques, si l'on peut dire, menées en commun par les États signataires, a pris le sujet des déplacés environnementaux vraiment frontalement et a proposé un programme d'action sur les 10-20 ans qui viennent
pour la région Afrique spécifiquement. Donc le sujet progresse. Maintenant, les voies et moyens pour y parvenir restent justement en débat, et c'est un peu ce débat que nous allons avoir aujourd'hui. Du côté, si l'on peut dire, des juristes et des avocats, moi j'ai lancé l'initiative quand j'étais vice-bâtonnier au barreau de Paris, donc en 2013, à l'occasion des Journées de la Terre. Madame Aubert, qui était à la conférence précédente, nous avait fait la gentillesse de venir, avec des partenaires comme Oxfam France. Le directeur général d'Oxfam était sur la tribune ce jour-là, puis relayé par les Ateliers de la Terre, qui a inscrit depuis l'an dernier, donc chaque année on aura un thème là-dessus, ce thème des déplacés environnementaux comme un thème récurrent de travail et de prospective et de réalisation. Nous avons lancé l'idée d'une convention internationale ad hoc qui ne soit pas la Convention de Genève sur les réfugiés, justement, d'où le terme de déplacé et pas réfugié, puisque le réfugié postule d'un point de vue juridique une migration transnationale, alors que nous pouvons avoir des déplacés environnementaux à l'intérieur d'un même État. D'autre part, le blocage autour de la notion de réfugié climatique était tel au niveau des États que ce n'est pas que de la sémantique. Le terme de déplacés environnementaux permet de ne pas ouvrir la boîte de Pandore de la Convention de Genève de 1951 et de ne pas, on va dire, prendre de risques au niveau de cette convention qui, même si elle est ancienne, est toujours fragile. Environnementaux plutôt que climatiques, parce que le climat est, dans ses causes moyen-long terme, l'une des situations, l'une des causes, on va dire, de ces déplacements, la catastrophe naturelle, la catastrophe industrielle, pouvant être aussi une cause de déplacement, d'où la notion de environnemental qui va recouvrir des concepts liés justement aux catastrophes naturelles et industrielles. Dans la Convention sur les catastrophes naturelles discutée au mois de mars de cette année, il y a eu un petit chapitre, on va dire, évoqué, comme nous l'avons d'ailleurs dans la Convention cadre sur le climat, où depuis Cancun, il y a une référence expresse dans la Convention cadre sur le climat à la notion de Environmental Displaced Person. Enfin, j'en terminerai par là, cette convention, cette idée nous est venue parce que, bien sûr, l'Université française avait travaillé dessus, Limoges en particulier, le professeur Prieur, mais aussi parce que les Français, les juristes français en particulier, ont beaucoup contribué depuis l'existence de la SDN ou des Nations Unies à la création, on va dire, en tout cas, on portait beaucoup d'attention aux outils juridiques internationaux et on s'est dit au barreau de Paris que nous étions dans notre rôle un peu historique, un peu politique, entre l'État et le marché, si je puis dire, entre l'histoire d'hier et le présent d'aujourd'hui dans cette proposition, mais nous n'avons évidemment absolument aucun prérequis négatif sur les autres propositions, celle d'initiative Nansen en particulier, c'est-à-dire une évolution régionale des choses, bien au contraire. Enfin, et je finirai par là, qu'est-ce qui fait progresser l'idée d'une convention ad hoc? C'est de la jurisprudence. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec Tuvalu et Kiribati, vous savez, ce sont deux îles qui vont disparaître et qui ont des programmes d'adaptation très très importants depuis des décennies, ont eu des populations qui ont demandé, notamment à la Nouvelle-Zélande, à pouvoir bénéficier dès maintenant du statut de Environmental Displaced Person ou Climatic Refugee. Et nous avons des décisions de justice en 2013, en 2014, de droit positif, donc rendues en Nouvelle-Zélande par un juge assez remarquable, on va dire, dans sa vision du sujet, qui a très clairement expliqué dans ses décisions que les conventions actuelles, celles de Genève de 1951, celles sur les droits civils et politiques, celles sur la répression des actes contre la torture, aucune de ces conventions internationales ne pouvait s'appliquer au cas qui était proposé par les ressortissants de Kiribati ou de Tuvalu, et par leurs avocats bien sûr, car aucune n'était susceptible de gouverner la situation
qui était soumis au juge en question. Et le juge en question fait droit à la demande de statut sur une base qui est « je vais créer du droit », ce que peuvent faire les juges vous savez, dans les pays anglo-saxons, ce qu'on fait un petit peu moins dans les pays de droit civil, mais nous nous rejoignons avec le temps sur cette différence fondamentale. Je crée du droit parce que je n'ai pas d'outil international, parce que je n'ai pas d'outil régional, parce que je n'ai pas d'outil national, et je crée du droit parce que la situation humanitaire est telle que je dois aujourd'hui leur donner un statut. Et je leur apporte ce statut avec quelques prérequis. 1. Y a-t-il une politique d'adaptation menée par l'État d'origine? Oui. 2. Y a-t-il une situation humanitaire, sociale, qui justifie les éléments de rattachement vraiment avec l'État ici, l'État néo-zélandais? Oui. Et enfin, y a-t-il une autre solution? Non. Donc, voilà pourquoi l'actualité, on va dire, sur la création d'un statut, quels que soient ses voies et moyens, nous paraît absolument claire. Ce n'est pas à l'agenda de la négociation officielle de Paris. Ça ne pouvait pas l'être, nous a-t-on dit, trop prématuré. Est-ce que ça sera à l'agenda post-décembre 2015? D'une manière ou d'une autre, il faudra bien que ça le soit. Voilà pour cette introduction. Je vais peut-être laisser la parole maintenant à Guillaume pour son intervention. Après, vous interviendrez. Et puis, on aura, si je puis dire, le débat familier des ateliers. Merci, Maître. Il est difficile d'intervenir après cette brillante synthèse et très claire, surtout, de ce sujet qui est néanmoins très touffu et très compliqué, et que, en plus, je possède beaucoup moins bien que vous. Alors, je voudrais simplement, de façon impressionniste, peut-être lancer quelques idées sur lesquelles les personnes présentes dans la salle pourront rebondir. D'abord, vous l'avez dit, je le dis en rajoutant d'autres éléments. Personnellement, je trouve que l'expression déplacés environnementaux est bonne. Pour deux raisons, parce qu'il ne faut pas se restreindre à climat. C'est évident qu'il y a d'autres raisons de migration environnementale, comme on peut dire. Et la seconde raison, c'est qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, utiliser, me semble-t-il, le statut de réfugié, puisqu'il renverrait par analogie au statut de réfugié climatique, politique et donc à la Convention de Genève de 1951 dont il a déjà été fait état. Troisième remarque, est-ce qu'on est, sommes-nous face à un phénomène différent de ce qu'on a connu déjà dans l'histoire? J'aurais tendance à dire non et oui. Non et oui parce que dans un premier temps nous avons déjà connu des migrations environnementales dans l'histoire depuis la nuit des temps en fait. Les changements climatiques précédents ont déjà concerné l'homme. Quelques exemples historiques bien connus. La crise de la pomme de terre en Irlande au milieu du XIXe siècle a entraîné la perte par mort ou par migration de la moitié de la population irlandaise. C'est-à-dire 4 millions d'habitants sur les 8 millions que comptait l'Irlande au milieu du XIXe siècle. Donc on peut considérer que c'est une migration environnementale massive, presque à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui, quand vous avez la moitié d'un pays qui disparaît. Katrina, Fukushima et le tsunami sont évidemment des exemples très présents à l'esprit, mais nous avons aussi eu des déplacements environnementaux qui, curieusement, et je voudrais pointer cette contradiction, étaient faits pour des raisons favorables au climat, mais qui néanmoins ont entraîné des inconvénients environnementaux, culturels ou humains. Je pense au barrage d'Assouan ou je pense au barrage de Tignes, qui a été un déchirement en France pour ceux qui s'en souviennent. Ces deux constructions sont en fait des constructions qui ont favorisé une énergie à très faible émission carbone, même si à l'époque ce n'était pas du tout l'objet. Aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'on continue à faire ce type de construction qui entraînerait des déplacements environnementaux, qui noieraient des richesses culturelles.
Ce qui montre bien que dans certains cas, il y a des arbitrages à faire et que ces arbitrages ne sont pas seulement économiques, ils sont aussi politiques. On peut choisir de noyer une vallée pour produire de l'énergie électrique non carbonée au détriment de déplacements humains ou de perte de richesses culturelles. Quatrième remarque que je voudrais faire, c'est que beaucoup des déplacements environnementaux, quand même, se déroulent ou se placent à l'intérieur du cadre national, ne sont pas uniquement internationaux. Et donc, il y a quand même un grand rôle des États-nations à régler le problème des déplacés environnementaux à l'intérieur de leurs frontières. Et là, il me semble que le droit existe déjà en partie, et que qu'est-ce que c'est? C'est l'application du principe de prévention. On sait en général les endroits où il y a des risques. C'est l'application du principe d'intégration d'environnement dans les politiques publiques. Et c'est la mission de protection envers ses citoyens qu'un État est censé assurer. Alors, on a un certain nombre d'instruments juridiques qui fonctionnent dans ce domaine. C'est notamment le droit de l'urbanisme, c'est le droit des risques. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours appliqués. Un exemple fameux en France et malheureux, bien sûr, c'est Xintia. On sait ce qui s'est passé à Xintia. On a eu un plan d'urbanisme, un plan local d'urbanisme qui n'aurait pas dû être ce qu'il aurait dû être, ce qu'il aurait dû. On a eu une loi littorale qui n'a pas été respectée. On a eu un PPRI qui, si ma mémoire est bonne, n'avait pas été élaboré. On a eu des permis de construire qui n'auraient pas dû être délivrés. Et on a eu un conflit d'intérêts entre des élus qui avaient des intérêts immobiliers. Et donc, on a eu mort d'homme. Et ce genre de situation, évidemment, va se renouveler. Donc là, on avait les instruments pour empêcher ça et on n'a pas appliqué ces instruments. Je prends un autre exemple très récent qui me paraît très intéressant. Il y a quelques jours, il y a eu un arrêt du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé le SCOT, schéma de cohérence territoriale, hein, pour les non-français ou ceux qui ne connaissent pas cette notion, qui est donc un instrument de planification juridique qui est au-dessus du PLU, considérant que, 1, il violait la loi littorale sur plusieurs points, que 2, il était beaucoup trop consommateur de foncier, et que 3, par rapport aux risques éventuels, il ne tenait pas compte de l'élévation du niveau de la mer. Le jugement, l'arrêt est très sévère. Alors, il y a une chose qui se passe en ce moment dans le monde entier, dans tous les pays du monde, c'est qu'on assiste à un mouvement de migration vers les côtes. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays du monde. Bon. Ce mouvement de migration vers les côtes, il est évidemment problématique vu le changement climatique et vu l'élévation du niveau de la mer. On ne voit pas beaucoup d'exemples de pays qui le freinent. Il n'y a pas beaucoup de règles, il n'y a pas beaucoup de fiscalité, il n'y a pas beaucoup de mesures incitatives. Et donc, il expose de plus en plus de populations aux risques climatiques, et évidemment, d'autant plus que le trait de côte est plus bas. Je reviens un instant sur le cas français. En France, nous avons voté à l'unanimité, c'est assez rare pour le dire, la loi littorale en 1986, et nous allons fêter son trentenaire l'an prochain. Au départ, cette loi était conçue un peu comme une loi d'aménagement du territoire et comme une loi paysage. On s'est rendu compte ensuite que en fait, c'était aussi une très bonne loi pour protéger la biodiversité côtière. Et on se rend compte maintenant, a posteriori, que c'est en fait aussi une très bonne loi de protection contre le changement climatique, puisqu'elle a permis de garder non construits et que si elle est appliquée, elle permettra de garder non construits des endroits qui sinon l'auraient été et auraient été exposés à l'élévation du niveau de la mer. Alors, j'en viens à mon dernier point qui me paraît important et qui me fait être un peu nuancé par rapport à ce qui a été dit dans le débat précédent et aussi ce que j'ai entendu ici hier, qui est le fait qu'on a dans le monde, et beaucoup plus encore en France qu'ailleurs, dans les politiques climatiques, privilégié l'atténuation sur l'adaptation. Moi, ça me frappe énormément. Personnellement, je ne comprends pas du tout cette priorité. Si on prend le cas de la France, nous émettons 1% et bientôt moins des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut toujours essayer de diminuer, et nous diminuerons de toute façon nos émissions. On peut toujours accélérer cette diminution des émissions, mais il me semble que la protection civile des populations passe d'abord par l'adaptation, les mesures d'adaptation.
Et dans les pays, j'étais frappé encore tout à l'heure et hier aussi par le fait que la demande des pays africains qui revient constamment, c'est la demande de transferts financiers. Mais cette demande de transfert financier, on ne voit pas bien de plan justement de mesures d'adaptation. On a l'impression que c'est soit vers l'atténuation, soit vers des mesures d'ordre général. Donc je voudrais pointer ce problème-là parce que dans le même temps, nous avons une autre chose aussi qui est importante. L'intervention tout à l'heure qui était là me frappait, c'est que les pays d'Afrique, qui sont très représentés hier et aujourd'hui, et notamment les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui ne sont pas soumis à des engagements de réduction, mais dont certains sont plus riches que les pays européens, je pense aux pays du Golfe par exemple, sont les pays qui subventionnent le plus les énergies fossiles. Nous avons 550 milliards de dollars par an de subventions aux énergies fossiles. 47% viennent de la région Middle East, North Africa. Bon. Donc c'est un peu difficile quand même de dire aux pays développés il faut financer les pays en question, si ces pays-là continuent eux-mêmes à subventionner des énergies fossiles qui vont contribuer au changement climatique chez eux. Et si par ailleurs ils cherchent surtout des mesures d'atténuation par rapport aux mesures d'adaptation. Voilà. Alors, je me suis un peu éloigné du sujet, mais c'est pour y revenir, pour montrer que tout est lié et que on aura un jour à cette convention, il n'y a aucun doute là-dessus, ça sera très lent. Mais la meilleure des solutions, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de déplacés environnementaux et de réfugiés climatiques, quelle que soit l'appellation qu'on finira par leur donner. Merci Guillaume. Monsieur Leclerc, donc, qui représentait le HCR en France et à Monaco, à vous de nous donner votre opinion sur la situation. Bonsoir. D'abord, j'aimerais vous dire que vous avez présenté la situation du point de vue juridique et des défis de la manière la plus objective qui soit, mais j'aimerais tout de même y revenir en ce qui concerne la Convention de Genève qui établit le statut de réfugié. Alors, on y accole souvent le qualificatif politique, mais en réalité, cette convention, elle a su s'adapter au cours des années parce qu'elle a une définition très générale. Et vous avez mentionné que les juristes peuvent faire preuve de créativité, voire de créer des principes, plus dans le domaine anglo-saxon, en effet, en termes de création. Mais ce qui a été fait par les États et par le HCR, qui est chargé de surveiller la mise en œuvre des dispositions de la Convention de Genève, c'est de permettre une interprétation maximale de la définition générale du statut de réfugié qui est contenu dans l'article 1 de cette convention, mais qui se base sur la notion de persécution liée à la race, à la religion, à l'appartenance à un certain groupe social. Alors peut-être aurait-on pu imaginer que l'appartenance à un certain groupe social pourrait désigner des réfugiés dont la fuite serait liée à une menace d'ordre climatique ou environnemental, mais ce serait interpréter l'article 1 de la Convention jusqu'à un point qui n'est sans doute pas raisonnable et qui altérerait la Convention. Donc il n'a pas été possible d'interpréter aussi loin la Convention de Genève pour qu'elle puisse bénéficier aux réfugiés climatiques. En même temps, je voudrais signaler combien le fait d'avoir une convention est utile, mais ce n'est pas une panacée. Nous devons au quotidien défendre l'application de cette convention, que ce soit pour les personnes qui arrivent en Méditerranée aujourd'hui, pour le nombre de conflits qui malheureusement se développent aujourd'hui, qui sont d'ailleurs parfois liés, qui sont des conflits politiques, qui sont des conflits qui entraînent des guerres, mais dont la source peut parfois être environnementale au sens large, une bataille pour le contrôle de l'eau qui peut engendrer encore une fois des conflits liés à la désertification. Donc, la Convention de Genève en soi, si les conditions qui poussent les personnes à partir, les facteurs sont multiples, peut dans un certain nombre de situations, donner un statut protecteur à des personnes qui sont affectées par le climat. Mais encore une fois, ce ne sera que de manière exceptionnelle, à la marge, et il est bien entendu nécessaire de développer des principes qui répondent à ce risque majeur, qui n'est plus un risque, puisqu'il est démontré que des personnes fuient pour des raisons qui sont liées au climat ou aux catastrophes environnementales ou à
des situations qui se dégradent lentement. Alors comment aujourd'hui faire en sorte que l'ensemble des États et de la société internationale répondent à cette situation qui est à nos portes, qui existe déjà. Nous avons effectivement essayé au moment de l'anniversaire de la Convention de Genève en 2001, chercher à faire en sorte qu'un débat soit suscité au sein du comité exécutif du HCR pour que des réponses soient explorées dans ce domaine. Et nous avons effectivement reçu un niet très, très général de la part de la plupart des États, à la fois sur le concept même de protection de réfugiés climatiques, mais également que des agences des Nations Unies comme le HCR, qui ont déjà, de leur point de vue, beaucoup de choses sur leur mandat, que ce soit la protection des réfugiés, la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays pour des raisons de conflit, la question des apatrides. On est déjà à 70 millions de personnes qui sont dans une situation soit de déplacement interne, soit de réfugiés, soit d'apatrides. Et malheureusement, les chiffres que nous avons donnés récemment montrent que ces réfugiés classiques sont en augmentation. Alors comment y répondre? Effectivement, avec un certain nombre d'États qui étaient particulièrement prêts à s'investir, comme la Norvège et la Suisse, l'initiative Nansen a été développée. Heureusement, ce ne sont pas seulement des pays industrialisés qui étaient à l'initiative, mais le Mexique, le Bangladesh et d'autres États ont rejoint ce noyau dur qui pense à comment protéger des personnes qui seraient victimes de désastres environnementaux, encore une fois qu'ils soient soudains ou lents. Et plutôt que de développer immédiatement un texte, une convention générale, universelle, dont le processus de négociation nous apparaît aujourd'hui, dans le climat actuel, extrêmement difficile à réaliser et qui, de notre point de vue, aujourd'hui aboutirait à une convention sans doute au strict minimum de ce qu'il est nécessaire, voire en deçà de ce qu'il serait nécessaire. Donc nous avons plutôt pensé, avec ces États et avec la société civile, un certain nombre de chercheurs qui nous ont rejoints dans cette démarche, à avoir plutôt une bottom-up que top-down approche et se concentrer notamment sur les régions qui sont aujourd'hui très clairement directement affectées par ces phénomènes et établir un processus de dialogue qui permette de rechercher davantage les causes qui vont provoquer ces déplacements si une adaptation et des programmes d'adaptation nationaux voire régionaux ne sont pas développés pour les amoindrir voire les prévenir totalement. Donc l'identification, la recherche des processus de dialogue régionaux, encore une fois dans le Pacifique Sud, la Corne de l'Afrique, l'Amérique centrale, qui ont multiplié des forums, des forats de dialogue où à la fois les potentielles victimes de ces déplacements, les entités régionales, nationales, les organisations internationales et régionales discutent à la fois du risque et de comment le prévenir, et si on ne peut pas le prévenir, comment y répondre. Et vous l'avez dit, il y a un certain nombre de principes qui existent sur le plan national, mais ils existent aussi sur le plan international. Si un déplacement de population devait survenir, et il y en est arrivé un certain nombre déjà historiquement, qui fait qu'une population fuit et doit franchir une frontière internationale, un certain nombre de principes de coopération, de responsabilité, de protection existent. Et ils existent sur le plan national comme ils existent sur le plan international. Ce qu'il est important de s'assurer, c'est qu'il y ait une conscience claire et des mécanismes préparés à l'avance qui vont faire en sorte que l'État va intervenir efficacement face à une telle situation. Et lorsque, dans ces situations où un déplacement au travers d'une frontière se passerait, il est extrêmement important, encore une fois, que les lignes soient le plus claires possible pour l'État d'y répondre. Alors on a parlé de plus en plus de protection temporaire qui pourrait être
donné à des personnes qui se retrouveraient dans cette situation. Et sur le plan régional, cette notion s'est développée, notamment il y a la convention de Kampala, il y a également le processus de Carthagène dans le cadre du Puebla Processus qui font avancer la conscience d'une réponse nécessaire des États si ces événements survenaient. Donc le processus de l'initiative Nansen qu'il faut, de notre point de vue, développer davantage, a fait émerger ou conscientiser d'une certaine manière un certain nombre de règles qui doivent s'appliquer, encore une fois, dans ces circonstances. Merci pour ces interventions. Je vais donner la parole à la salle pour des questions. Est-ce qu'il y a le micro qui peut circuler? Sinon, je vous le donne. Naïma Korché, je suis juriste dans le droit humanitaire et dans une autre vie, j'étais aussi au HCR. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, disons que je ne vais pas revenir sur le côté des définitions juridiques, il y a la notion de durée. Normalement, un réfugié, c'est un statut temporaire. La différence avec l'environnement, c'est qu'il y a des endroits, pour des raisons de changement climatique radical, où les gens ne pourront plus peut-être revenir dans leur pays d'origine. Donc là, va se poser le problème de réinstallation définitive, notamment dans des cas de catastrophes grandioses de milliers de gens. Alors, est-ce que la solution, ça va être les mettre dans des camps de réfugiés ad vitam aeternam? Ce n'est pas une solution, mais là, va vraiment se poser la différence avec les réfugiés, entre guillemets, classiques, c'est la notion de durée. Parce que les réfugiés, bon, il y en a qui restent, mais normalement, un réfugié, à un moment donné, quand il y a une stabilité ou les causes qui ont causé ce statut, il retourne. Mais dans la différence, dans les déplacements des réfugiés ou des déplacés du statut de l'environnement climatique, ça peut être permanent. Donc, quelle est la solution, justement? Est-ce qu'on va les distribuer à travers différents pays, comme on parle maintenant pour l'Europe? Quelle est la solution que vous pouvez envisager, vous, les experts? Merci. Merci de votre question. Bien sûr, M. Leclerc pourra répondre, mais effectivement, on va poser le principe, que ce soit dans le cas de Nansen ou dans le cadre d'une convention internationale ad hoc, on va poser le principe du droit au retour. Par définition, ça sera le premier droit. Et l'on accordera, on va dire, de manière pérenne des droits civils et politiques et un statut, on va dire, permanent, si ce droit au retour ne peut pas être finalement rempli. Donc c'est le principe de base. Après, à partir de quelle période de temps? Là, évidemment, on doit réfléchir sur cette question-là. Il n'y a pas de règles, on va dire, inscrites dans le marbre dans les conventions internationales. On peut réfléchir par rapport à la Convention de Genève, bien entendu, mais on peut aussi faire un mixte de plusieurs situations. En toute hypothèse, il y a bien deux périodes. Il y a bien une période temporaire, avec ce droit au retour, et puis il y aura le constat, c'est pour ça que je citais les décisions rendues par le juge néo-zélandais. Le juge néo-zélandais, il constate que les habitants de Kiribati qui lui demandent le statut maintenant pourraient très bien encore vivre sur Kiribati encore quelques années, voire décennies, mais qu'il n'y a pas de possibilité d'imaginer qu'ils pourront y vivre et que leurs enfants pourront y vivre et que leurs petits-enfants pourront y vivre de manière pérenne, parce qu'il y a une certitude que l'île va disparaître. Donc on leur accorde des droits définitifs. Donc c'est ça, on va dire, l'angle. Et qui pourra définir cela? Si les États ont du mal à définir très clairement dans le cadre d'une convention internationale, dans le projet que j'ai eu l'honneur de présenter, on donnait au HCR, bien sûr, ce mandat complémentaire, de manière à ce qu'il capitalise sur toute cette expérience, on va dire, qu'il a aujourd'hui, et à la Cour internationale de justice, celle de l'AE, celle qui règle les différends entre les États, et dont le statut initial avait créé une chambre de l'environnement, qui n'a pas beaucoup fonctionné, mais qui pourrait davantage fonctionner à l'avenir. Oui, pour répondre également à votre question, certes, le statut de réfugié est normalement durable. La pratique de la Convention de Genève montre que beaucoup de réfugiés
et je ne parle pas même des réfugiés palestiniens qui ne sont pas forcément couverts par la Convention de Genève, le durable dure longtemps. Et c'est pour cela également que la Convention de Genève ne prévoit pas, elle prévoit le statut juridique des réfugiés, mais elle ne prévoit pas les solutions à part celle de l'intégration dans le pays d'origine, puisque cette convention prévoit que l'accès à la naturalisation est facilité, doit être facilité dans ce cadre. Ce qui est également prévu dans le cadre des réfugiés, si on prend ce cadre de réflexion et qui présente certaines comparaisons, c'est qu'on a donné effectivement en 1950 au HCR 2 fonctions. La première fonction, c'est la protection internationale des réfugiés, essentiellement à travers la surveillance de la mise en œuvre de la Convention de Genève, mais en même temps, tous les États ne sont pas partis à la Convention de Genève, et notamment en Asie, c'est l'exception qu'un État soit parti à la Convention de Genève. Mais l'autre point, c'est la recherche de solutions durables. Et la recherche de solutions durables, c'est le rapatriement librement consenti. Donc, si les circonstances qui ont provoqué le déplacement disparaissent, eh bien, c'est le retour volontaire. Dans des circonstances de climat ou de catastrophe environnementale, on peut imaginer que de telles situations existent, où c'est l'éruption d'un volcan qui provoque un déplacement, une inondation, la rupture d'un barrage qui peut provoquer... Donc ça, le rapatriement et le caractère temporaire du séjour est clair. En revanche, lorsqu'il apparaît que la situation soit durable et que le retour ne soit pas possible, alors la recherche de solutions durables qui nous a été donnée, nous, au HCR, dans le cadre des réfugiés, c'est la réinstallation, donc la recherche d'un pays tiers dans lequel va s'installer durablement le réfugié. Aujourd'hui, peu d'États acceptent de le faire, mais on a dépassé 130 000 personnes réfugiées qui sont réinstallées dans des pays tiers par an. On pourrait imaginer de tels systèmes pour réinstallation. Donc c'est intégration dans le pays, rapatriement ou réinstallation dans un pays tiers. Maintenant, pour compléter sur les mécanismes, on peut être dans le multilatéral, on peut être dans le bilatéral. J'ai l'exemple, parce que j'ai fait une conférence avec Michael Gerhardt, qui est un avocat new-yorkais, qui est aussi surtout un grand professeur de droit de Columbia sur ces questions, et qui par ailleurs est l'avocat des îles Marshall. Et donc, qui elles aussi sont en situation très 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 précaire au niveau, si l'on peut dire, de la montée des eaux et de leur disparition. Et il citait un exemple de convention bilatérale entre les États-Unis et un État américain, de mémoire c'est le Wisconsin, mais je n'en suis plus très sûr, et les îles Marshall, sur la population, on va dire, des Iliens qui étaient sur l'île, si je puis dire, équivalent de Mururoa pour les États-Unis. Quand ils faisaient leurs essais nucléaires, si je puis dire, comme nous on l'a fait en France, si je puis dire, à Mururoa. Et donc ces Iliens-là, dans les années 50, ils sont venus aux îles Marshall, sur les îles Marshall, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre sur leur île. Et ils ont pour autant continué à avoir un État. Leur État a un petit parlement, un gouvernement qui est logé aux îles Marshall. Et ces Iliens-là, ils ont un accord avec un État américain, je crois que c'est le Wisconsin, et depuis ces années-là, donc depuis les années 80, il y en a 10 à 12 000 qui sont venus aux États-Unis, travailler aux États-Unis et qui ont le statut américain, qui ont la naturalisation américaine dans un cadre bilatéral, parce que la Convention leur permet d'agir et de venir ensuite travailler et vivre sur le territoire américain, ici d'un État particulier qui a fait un accord avec ces îles. Une autre question ? Voilà, Nelly Françoise Comte, je suis congolaise, je vis au Congo-Brazzaville, originaire du Congo-Kinshasa. Donc ma question concerne l'intangibilité des frontières suite à l'adaptation des climats. Aujourd'hui, nous avons des peuples nomades qui sont confrontés sérieusement aux problèmes climatiques, qui sont obligés d'aller chercher les pâturages au-delà de leurs frontières, certains en s'armant pour forcer les frontières. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, les Nations Unies seront contraintes de revoir
les frontières que revendiquent certains de ces peuples qui vont au-delà de leur territoire actuel. Et la deuxième partie de ma question, quelles sont les mesures dont on dispose au niveau des négociations pour contraindre les États africains à mettre en place des plans d'adaptation? Parce que j'ai cru comprendre que ces plans n'existent pas. Merci. Je vais tenter une réponse, mais sur le principe d'intangibilité des frontières, je ne crois pas que ce soit une décision des Nations Unies ou du Conseil de sécurité, mais c'est l'organisation autrefois de l'unité africaine qui avait décidé, l'ensemble des États, du principe d'intangibilité des frontières à l'issue de la décolonisation. La seule exception, à ma connaissance, en Afrique à ce changement était la séparation des deux Soudans et aussi l'Éthiopie et l'Érythrée. Pour le reste, encore une fois, ce n'est pas une décision des Nations Unies, c'est plus une décision des États africains. Pour revenir sur les phénomènes aussi de transhumance, de population nomade, dans certains pays africains, ces principes sont très bien établis, notamment au Sahel, où le franchissement de frontières était quelque chose qui, et je dis bien était, car aujourd'hui c'est beaucoup moins naturel du fait des conséquences des menaces terroristes, de l'apparition de la surveillance des frontières beaucoup plus marquée, alors que des processus, et ça vaut pour l'Afrique comme pour d'autres régions du monde où les nomades, je me rappelle en Afghanistan, les Kutchis, qui sont des populations nomades, passaient à la fois au Pakistan, dans certaines provinces de l'Afghanistan. Donc c'est comment faire en sorte de favoriser des processus des communautés elles-mêmes pour que, notamment aussi le conflit entre cultivateurs et éleveurs puisse être prévenu et que des accords puissent être faits au-delà des frontières et dans le cadre régional. Et je crois que c'est l'une des voies également qu'on explore à travers de ces programmes d'adaptation nationaux qui sont élaborés, mais il y a les programmes d'adaptation régionaux au sein de l'Afrique de l'Ouest. Des processus sont en cours qui permettent de répondre à ces situations de risque de déplacement forcé par une mobilité organisée. Merci beaucoup. Le temps de notre débat est achevé. Merci à M. Philippe Leclerc, merci à M. Guillaume Saint-Denis de leur participation et merci à vous de votre présence. Bonne soirée.